Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Je suis Alexandre Viol, animateur de podcast, et je suis très heureux de vous retrouver avec l'équipe du Trail qu'on aime pour un nouvel épisode. Allez, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui, à commencer par notre double vice-champion du monde de trail et entraîneur, celui qui s'apprête à vivre une magnifique nuit blanche dans le froid entre des gymnases bondés qui sentent le cancre. Nicolas Martin, comment ça va ? Ça va bien, en pleine forme. Bon, je me sédentarise un petit peu avec l'arrivée de l'hiver. J'ai quand même la flemme des fois d'aller courir, mais bon, j'essaye tout de même de passer quelques heures en activité chaque jour, même si c'est pas en courant. Et puis, comme tu l'as dit, je m'apprête à endosser la casquette de supporter chronométreur pour la dernière grande bataille de l'année entre deux anciennes places fortes du football français. Tu seras accompagné par notre youtubeur et accessoirement athlète pro, Mathieu Delpech. Comment ça va ? Salut tout le monde, ça va bien. Actuellement, je lance tranquillement la préparation hivernale. Tout se met en place. Encore un petit peu de boulot pour gérer aussi les projets de l'an prochain, mais tout roule du côté d'Annecy. Je suis bien adapté à la capitale des bobos influenceurs outdoor de France, donc tout roule de mon côté. Enfin, notre kiné et préparateur physique, cofondateur de 4 Prévention, celui qui est un grand adepte du temps long et qui adore prendre le temps. Théo Robin, comment ça va ? Ouais, ça va bien. Ce week-end, on a fait la fête un peu avec les autres membres de CAP, donc ça c'était bien cool. Je te montrerai quelques jeux, Alex, pour l'académie, puisque tu me l'as demandé. Et puis sinon, ça va bien. Je profite du soleil à Nice chez Gauthier. On fait quelques jours de taf et ça fait du bien de prendre l'air dans le sud. N'oublions pas l'animateur de ce podcast, notre manager de la team Colibri, et puis aussi journaliste, celui qui a eu un rappel de la réalité la semaine dernière lorsqu'il est venu partager une séance en essayant de suivre Antoine Charvolin. Mais il va bien se rattraper ce week-end sur le semi de Vénissieux. Alexandre Viol, comment vas-tu ? Ça va plutôt pas mal. Le froid et la neige arrivent gentiment. Tout est en train de se mettre en place aussi pour la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand. C'est un joyeux bordel. Sinon, côté académie, les recrues ont signé. Le calendrier est en train d'être finalisé. Tout se met en place petit à petit. Donc ça, c'est cool. Et puis côté sportif, tu l'as dit, j'ai départagé une belle séance avec Antoine Charvolin la semaine dernière. Tu étais de la partie aussi. Et j'étais inscrit donc sur le semi-marathon, mais j'ai pris une telle claque que j'ai quand même pris un dossard sur le 10 km pour assurer le coup si jamais je me sens pas de faire le semi. En cette fin de saison, j'ai pas énormément envie de me rentrer dedans mentalement. Le but, c'est juste de se faire un petit kiff sur la route pour avant de ranger les baskets et de mettre les skis. Donc voilà, je prendrai ma décision dans les prochains jours. Et juste pour terminer aussi, je passe un petit coup de pub s'il y a des personnes qui auraient envie de découvrir notre magnifique Cantal et de profiter d'un petit trail comme on aime. Il y a mon club qui organise son événement qui s'appelle la Randoudou le week-end du 29 novembre. C'est le samedi soir du côté de Mauriac. Et donc voilà, faut juste prévoir par contre de rester dormir, qu'il y a une petite fête après. Mathieu, tu seras d'ailleurs, je crois, non ? Et malheureusement, le prime d'engagement n'était pas assez cher pour me faire venir, donc je pourrais pas être de la partie. Avant que tu nous donnes le sommaire, Alex, je me permets de vous partager avec vous quelques petites infos. Je voulais remercier tous les auditeurs pour l'accueil que vous avez fait au dernier hors-série préparé par Nicolas Martin avec deux invités de marque pour parler entraînement, data. Et on est sur un record d'écoute au lancement, donc ça nous fait trop plaisir. Je voulais aussi remercier tous ceux qui sont venus nous suivre sur une autre plateforme, sur Instagram. Vous êtes 2000 là-bas, donc ça fait plaisir. Pour le moment, ça reste des extraits et une recommandation de fin d'épisode, mais ça va évoluer, donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas pour ne rien rater. Et en parlant d'évolution, j'ai un petit message à faire passer. Vous le savez, préparer, monter, diffuser et faire vivre ce podcast, c'est beaucoup de travail. On adore faire ça avec toute l'équipe, mais notre temps n'est pas extensible. On a plein d'idées pour l'an prochain, mais on peut pas tout faire et c'est assez frustrant. Donc c'est pour ça qu'on aimerait pouvoir s'entourer un petit peu, faire travailler du monde autour de nous pour continuer de développer ce média qui grandit déjà bien. Donc déjà, si vous avez des idées, que vous êtes chaud pour venir bosser potentiellement avec nous et nous aider, vous saurez où nous contacter. Et pour cela, les amis, on passe aussi une deuxième annonce. La saison prochaine, on est à la recherche de partenaires, de sponsors qui seraient intéressés pour avoir de la visibilité dans le milieu du trail. Si vous avez une marque ou une entreprise qui est intéressée par une audience trail et que vous savez que nos valeurs peuvent s'aligner pour faire une belle collaboration, vous pouvez nous contacter. De même, vous saurez où le faire. Je ne m'étends pas plus. Alexandre, peux-tu nous donner le sommaire de cet épisode ? Les amis, au sommaire de ce nouvel épisode, on commencera comme d'habitude par ce qu'a retenu chaque membre de l'équipe côté perf sur ces dernières semaines de compétition. On poursuivra avec notre sujet décryptage du jour où on vous parlera de disciplines compétitives mais trop méconnues encore, le 24 heures et le 100 km route. Pour l'occasion, nous aurons la chance de recevoir Diego Filiu, 12e des derniers championnats du monde de 24 heures et vice-champion du monde par équipe, ainsi que Benjamin Paulin, multiple champion de France de marathon et de 100 km. On continuera l'épisode par la rubrique conseil de Théo, qui nous parlera aujourd'hui de préparation hivernale et de musculation. On enchaînera ensuite avec le retour du jeu du Qui suis-je pour tester une nouvelle fois la culture trail de l'équipe. Puis on terminera comme à l'accoutumée par nos recos de la quinzaine.
Un programme bien dense, fait avec amour et passion. Le trail qu'on aime, épisode 33, c'est parti. Jingle. Le trail qu'on aime, épisode 33. Allez les amis, on démarre avec les actus et ce que vous avez retenu sur ces dernières semaines de compétition. Et on commence de suite avec Mathieu. Alors moi, c'est une actu qui va être assez brève, mais j'ai vu deux montagnards flasher à Bordeaux sur un 10 km route. Les deux membres de l'équipe de France, respectivement senior pour Quentin Melleux et junior pour Antoine Puydebois, qui ont été flashés dans la même seconde en 28,50. Et ça fait que Antoine Puydebois nous livre la deuxième meilleure performance française junior de tous les temps, juste à quelques secondes de Julien Vanders, qui a encore la meilleure marque jusqu'à maintenant. Théo, toi, t'as retenu une perf sur la route du côté de Lille, je crois. Ouais, alors c'est pas forcément une perf individuelle, mais j'ai vu une stat passer. Il me semble qu'il y a eu plus de 1100 personnes sous les 40 minutes au 10K de Lille. Et je trouve quand même que c'était intéressant à relever, parce que ça montre quand même qu'il y a une vraie densification, même sur les bons amateurs, on va dire. Nico, t'as retenu des choses par contre? Je suis en train de voir que tu m'as piqué pas mal de mes actus, donc... Comme t'avais tout pris, je t'en ai repris quelques-unes. Allez, je commence par la Saint-Élion pour faire écho avec ce qu'on va parler un petit peu après. J'ai noté l'absence de Tom Evans sur la Saint-Élion puisqu'il s'entraîne pour le marathon de Valence. Et j'ai regardé un petit peu ses séances qu'il a partagées sur Strava parce qu'il partage pas tout, mais il part sur un 3,07, 3,08 de pace marathon, ce qui devrait nous faire un 2h11, 2h12. Ça serait vraiment impressionnant qu'un athlète fasse la même année une gagne à l'UTMB sous les 20 heures et un chrono sub 2h15 sur Marat. Et puis les chronos un peu supersoniques à Lille sur 10 km. On se rappelle l'année dernière, Étienne Daguinos avait battu le record d'Europe en 27,04 là-bas. Et là, on a eu Bastien Augusto avec un 27,30 qui est la cinquième paire française de tous les temps. Et puis le très bon chrono du vainqueur du Grand Trail des Templiers 2025, Pierre Livache, en 30,36. Et puis enfin, sur le cross de Volvic, comme d'hab, notre inoxydable Manu Messa qui termine dans le top 10 à quelques secondes de Quentin Melleux. Et Mathieu en a parlé récemment, il a fait 28,50. Donc Manu Messa dont on a l'impression qu'il progresse d'année en année malgré ses 45 ans au compteur. Allez, moi je reste aussi sur la route et sur le cross. On a regardé un petit peu les mêmes courses. Moi j'ai noté aussi la très grosse performance et le retour à très très haut niveau après des postes JO de Paris très compliqués pour Hugoé qui a claqué le 10 km de Bordeaux en 27,40 et qui sera au Cross d'Alonne là, ce week-end pour tenter de se sectionner aux Europes de cross. Ça va être il y aura un très très gros plateau. Ça va être toujours très intéressant à suivre. Les chrono sélections, elles sont vraiment tous les ans super dense et super intéressante à suivre. Et on aura aussi chez les féminines un très beau plateau et notamment avec des montagnardes et notamment Nelly Clément qui s'est illustrée sur le cross de Volvic qu'elle a remporté devant Margot Dajou. Margot, pour ceux qui le connaissent pas, qui est une athlète très très polyvalente qui a des sélections sur cross et aussi sur la montagne. Donc elles seront aussi au cross d'Alonne. Margot qui est encore espoir et qui tentera de se qualifier aux Europes en espoir et Nelly qui est passée senior, je crois. Donc qui elle tentera sûrement de se qualifier en senior. Et juste pour parler rapidement de la Saint-Élion, t'as parlé de Tom Evans, malheureusement qui sera pas là. Antoine Charvolin qui a annoncé tout récemment qu'il ferait partie des grands favoris à la victoire, lui qui avait terminé deuxième, on se rappelle, en 2023 avec un duel d'anthologie avec Thomas Cardin. Et aussi petit regret et petite déception, c'est le plateau féminin qui s'annonce pas très très dense puisque Adeline Martin va sûrement dominer les débats du début à la fin et Marie Goncalves qui l'avait emporté l'an dernier, elle ne sera pas de la partie. Allez, parfait, on va pouvoir passer à notre sujet décryptage. Je vous le disais dans l'intro, aujourd'hui on a décidé de vous parler de deux disciplines qu'on a déjà évoquées avec vous sans vraiment rentrer dans leur spécificité, le 24 heures et le 100 km. Et quoi de mieux que de recevoir deux des meilleurs Français de chacune de ces disciplines, Diego Filiu, que l'on a déjà reçu 2 fois en tant qu'auditeur pour parler hit training notamment, 12e et premier Français des derniers championnats du monde de 24 heures à Albi, et puis Benjamin Paulin, le deuxième meilleur performeur français de l'histoire sur 100 km, double champion de France de 100 km et double champion de France de marathon, et récent vainqueur du mythique 100 km de Millau dans un temps fou de 6h19, qui est d'ailleurs son record personnel sur la distance. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Diego, je vais rapidement commencer par toi. Comment ça va? Parce que on a cru voir que depuis quelques semaines, la course à pied, c'est plus trop d'actualité. Ouais, merci beaucoup de l'invitation. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait. Super. Ouais, il y a une deuxième course après le 24 heures, comme si le 24 heures était pas déjà assez long.
En fait, j'ai totalement sous-estimé une infection que j'ai eue dans le genou gauche, a priori dans les jours juste après le 24 heures. Pourtant, j'avais pas de plaie ouverte parce que tomber sur un 24 heures, faut vraiment le vouloir. Mais voilà, il y a une petite bactérie qui est rentrée que j'ai sous-estimé en me disant que c'était de l'inflammation musculaire et que ça allait redescendre. Et voilà, et je suis allé à l'hôpital au bout de 3 semaines au lieu d'une semaine. Et donc j'ai été opéré immédiatement et ils m'ont mis un protocole assez dur avec 2 semaines d'antibio en intraveineuse. Mais voilà, le plus dur est derrière. Et le genou va finir par remarcher, donc tout va bien. Ouais, tu nous raconteras ta belle épopée sur tes 24 heures juste après. Toi, Benjamin, tu as l'air plutôt en très grande forme, actuellement en pleine préparation de ta 4e Saint-Élion. Comment tu te sens à moins de 10 jours du départ? Salut l'équipe, bah écoute, ouais, super impatient, hein. Super impatient de reprendre le départ. Alors c'est la 5e édition en réalité que je fais et je finis sur 2 abandons, donc j'ai un côté un petit peu revanchard et puis très content de retourner sur du trail. On le sait tous les deux, vous êtes des grands adorateurs de la borne et moi je voulais commencer avec cette question. C'est quoi un petit peu votre rapport au volume et au kilomètre? Est-ce que c'est plus vous en faites et plus vous êtes heureux? Et plus globalement, est-ce que pour vos disciplines, cet amour du volume et des kilomètres, c'est un prérequis nécessaire pour y performer? Est-ce que vous êtes un peu tous pareils dans ce monde ou est-ce que vous voyez quand même des différences? Diego, tu peux commencer si tu veux. Ouais, avec plaisir. Bah, pour commencer par la fin, je pense qu'il y a pas mal de différences entre les athlètes. Moi, à titre personnel, je fais très rarement d'énormes semaines. Au-dessus des 200 ou des semaines en stage à 300, etc. Ça, je laisse Benjamin gérer ça. Mais en revanche, j'ai un volume qui est assez constant sur toute l'année, autour de voilà, 140, 160. Et la plupart des athlètes sur 24 heures, eux, se mettent des blocs. Ils vont se faire 300 bornes en 3 jours, 2 semaines du 24 heures. Donc voilà, chacun prépare ça différemment. Moi, le 24 heures, j'y suis allé parce que ça correspond à comment j'aime m'entraîner, c'est-à-dire du volume plutôt en intensité modérée. Donc ça s'est fait dans ce sens-là. C'est comme ça que j'aime courir et donc c'est vers cette discipline que je suis allé. Toi, Benjamin, on sait que tu es un grand adepte des semaines avec beaucoup de kilomètres que tu répètes très régulièrement depuis déjà quelques années maintenant. C'est quoi, toi, un petit peu ton rapport à ce volume-là et aux kilomètres? Ouais, bah c'est vrai que si on regarde un petit peu les dernières années, là, le volume est assez important, hein. Je suis à plus de 200 km par semaine, je pense, en moyenne sur l'année. Alors pour autant, c'est pas venu tout de suite, hein. Moi, j'ai eu pour l'habitude, avant, quand j'étais plutôt dans les années de trail, de mixer beaucoup avec du vélo. Donc, en fait, j'ai toujours eu ce volume d'entraînement en termes d'heures d'entraînement, mais en ayant 50% de course à pied, 50% de vélo au début. Donc ça faisait pas un volume à pied super super important, mais les créneaux étaient déjà réservés pour faire une vingtaine d'heures dans la semaine d'entraînement. Et au fur et à mesure des années, j'ai eu peut-être un peu de lassitude à faire du vélo, surtout que moi je suis pas un grand pilote, je faisais beaucoup de home trainer en complément, puis un peu l'été les grandes sorties. Et naturellement, en fait, j'ai switché le vélo, enfin le temps passé en vélo sur de la course à pied, ce qui a fait qu'en fait d'année en année, au début c'était 50-50, après c'est passé à 60-40, 80-20, et puis maintenant c'est quasiment 95%, 5% de vélo. Donc à la fin, quand on fait presque 20 heures d'entraînement en course à pied, surtout sur des terrains comme chez moi, hein, j'habite dans les Vosges, mais je suis plutôt Vosges urbaine, donc c'est pas là où il y a le plus de montagnes. Les kilomètres vont vite parce qu'en fait, pas très technique, donc ça fait au final plus de 200 kilomètres. Après, c'est pas forcément un prérequis pour la performance, hein. La preuve, il y a plein d'athlètes qui s'entraînent 2 fois moins que moi. Après, moi, je pars aussi du principe que mon entraînement est pas axé performance optimale. Moi, en fait, je le fais parce que bon, je dirais pas que j'en ai besoin au quotidien, même si dans la réalité, je pense qu'il y a une forme aussi d'accoutumance et d'habitude qu'on prend avec la course à pied. Donc, c'est une espèce de mix entre ce que je trouve dont j'ai besoin pour performer et ce qui me fait plaisir au quotidien. Et c'est vrai que si on empile tous ces kilomètres-là, au final, ça fait ce volume-là. Même si la finalité n'est pas d'augmenter d'année en année, c'est plus en fait naturellement le glissement du vélo vers la course à pied qui fait qu'à la fin, bah, on a quasiment que de la course à pied et ces gros volumes-là. Ouais, là, on est sur un plateau, je pense quand même te concernant. Va pas y avoir une augmentation très significative dans les années à venir. Enfin, je pense pas. Non, t'as parfaitement raison. J'ai plus de vélo, donc j'ai plus de marge. Et puis, je suis conscient aussi que, comme tu dis, il y a un certain plateau. Après, ça serait de la démesure. Et moi, je m'entraîne. Alors, à la différence de Diego, où on est sur des efforts de 24 heures, où là, ben,
Voilà, c'est une discipline qui est quand même extrêmement longue. Le 100 km route, en réalité, c'est relativement court, hein. On pourrait comparer ça à un trail, soit une Saint-Élion, soit un trail montagnard de 50-60 km. Donc en fait, on n'est pas sur des efforts d'ultra, on est plutôt sur de la vitesse quand on parle de trailer. Donc j'ai pas non plus la nécessité de faire des semaines abusées. Après, si on compare par rapport à un volume d'un marathonien qui fait une course de 2 heures, bah, les marathoniens élites, c'est classique qu'ils fassent des semaines à plus de 200 km. Moi, quand je pars sur un effort 100 km, je fais à peu près 2 fois et demi, 3 fois leur temps. Alors, je dis pas qu'il faut appliquer ce ratio, mais c'est normal qu'il y ait un 10, 15, 20% de volume en plus. Et du coup, au final, on a le volume que j'ai actuellement. Ouais, ce qui est aussi assez impressionnant chez toi, Benjamin, c'est que là, donc ça fait plusieurs années que tu as un volume assez important réparti sur l'année, et récemment, tu as quand même battu tes records sur bon nombre de distances, pouvant aller du 20 km au 100 km. Tu as même été très très solide en cross, sur des efforts du coup autour de 30 minutes. Comment t'expliques que tu arrives à être aussi performant dans un laps de temps très court, hein, parce que sur une saison, bah, t'arrives à être performant sur des formats qui peuvent être un petit peu opposés de prime abord. Comment t'expliques que t'arrives à être performant aussi bien sur du court que sur du long? Ah, c'est vrai que moi, j'oppose rarement le côté vitesse d'un cross à un effort 100 km. Je me suis rendu compte qu'avec le temps, finalement, la saison de cross que je fais, elle m'aide beaucoup sur le 100 km, à la fois physiquement et mentalement. Parce qu'en fait, sur cross, c'est très intense, très difficile, ou c'est assez désagréable. Par contre, ça dure très peu de temps. Et quand on repasse sur du plus long, et ben en fait, on se rend compte que l'allure finalement, elle est pas si intense que ça, donc c'est assez facile, même si ça dure plus longtemps. Et puis après une saison de 100 km ou une prépa de 100 km, je retourne sur les crosses. Je trouve que c'est difficile, mais en fait, à la fin, il reste dans les 3 derniers kilomètres, je me dis, bah, ça va durer 10 minutes, quoi. En fait, les deux me servent. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie mentale. Après, physiquement, comme j'ai un volume constant, en fait, j'ai une préparation spécifique qui est quand même et en réalité, je fais pas du tout la même chose en termes de semaines et d'entraînement, même si à volume constant, je fais pas la même chose avant les crosses que pendant le 100 km. C'est vraiment un travail d'allure spécifique qu'il faudrait regarder dans les séances à chaque fois. Mais plutôt typé piste rapide en début d'année sur les crosses, c'est forcément plus long. Après, c'est difficile de l'expliquer comment j'arrive à switcher d'une distance à l'autre. C'est vrai que là, je suis passé du 3000 mètres au 100 km quelques semaines, quelques mois. Donc c'est soit des prédispositions génétiques ou je maîtrise pas la science, hein. Moi, je le fais beaucoup par empirisme et puis par test un petit peu, hein. Depuis 10 ans que je pratique, je commence à voir un petit peu comment mon corps fonctionne. Alors c'est que le mien, je pourrais pas conseiller quelqu'un de faire quelque chose comme moi. Mais en même temps, c'est un peu un jeu où je me dis, bah tiens, je teste. Et puis je constate qu'en fait, d'année en année, même si je prépare pas spécifiquement du cours, eh ben, je progresse sur un petit peu toutes les distances. Donc, j'ai l'impression que ouais, le long aide le court et le court aide le long. Diego, tu partages ce constat? Ouais, si je peux rebondir, expérience complètement convergente de mon côté. Moi, je viens j'ai commencé avec du 10 bornes, semi et marathon. Et honnêtement, avoir des temps pas, bon, c'est pas les temps de Benjamin, mais moi sur marathon, j'ai 2,28. Sur du 24 heures, moi je trouve que ça aide énormément. Et c'est là où le profil des jeunes qui se mettent aux 24 heures, on est quelques-uns, autour de 30 ans, mais la plupart des athlètes ont plutôt 40-45 ans, est vraiment différent parce qu'on vient de distances plus courtes, avec des chronos de référence sur ces distances-là qui sont un peu meilleurs. Et moi, je trouve que quand on part sur un 24 heures où on part à 4,0, 4,10, c'est tellement plus facile quand on est en mesure de faire un marathon en 2h30 que lorsqu'on fait un marathon en 3 heures, quoi. Donc c'est utile aussi, même si on peut se dire que c'est que les premières heures du 24 heures, en fait, tu économises de l'énergie pour la deuxième partie de course et c'est fondamental, je trouve. Nico, Théo, peut-être les coachs, j'imagine que c'est un constat que vous devez vous devez partager avec certains de vos athlètes. Bah, de toute manière, le volume d'entraînement, si il y a une seule chose à regarder dans un entraînement qui est corrélée à la performance, on sait que le volume, c'est souvent le meilleur indicateur. Parce que, alors bon, c'est toujours dur de savoir si les athlètes sont les meilleurs parce qu'ils font beaucoup de volume ou parce que les meilleurs font beaucoup de volume, mais je pense que c'est quand même lié. Et on sait que
en fait, le volume de basse intensité a pas des effets immédiats sur la perf, moins que faire de la haute intensité. Par contre, on sait qu'au fil du temps, cette répétition vient améliorer. Et finalement, on parle de courses courtes, mais le déterminant de la performance, dès lors qu'on fait du cross, qui allait, on va dire, une trentaine de minutes, c'est plus ou moins l'allure un petit peu qu'on tient vers le seuil 2, hein, si on simplifie. Et c'est quand même déjà un effort aérobie. Et donc, finalement, plus ce seuil-là il est haut et plus toutes les distances derrière, on a des chances qu'elles soient performantes dans la mesure où on a après suffisamment de volume pour pouvoir transférer ça, notamment en question de la durabilité. L'exemple, on l'a cité dans les actus, Tom Evans qui va gagner un UTMB et qui va être sûrement capable de courir sous 2,15 sur marathon. Ben forcément, toutes les parties plates de l'UTMB, lui, ça doit lui paraître hyper facile par rapport à des coureurs, à des adversaires qui valent, alors bon, il y en a qui valent peut-être moins de 2,20, mais il y en a qui valent plutôt 2,30, et forcément, c'est pas déterminant, mais quand tous les autres paramètres sont au même niveau, bah ça peut venir faire une petite différence. Et moi, j'ai une petite question pour Benjamin. Tu as parlé du fait que tu changeais un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur de tes semaines en fonction de ce que tu préparais. Ça s'articule comment ton entraînement? Tu fais beaucoup de bi-quotidien. J'imagine que tu as peut-être 2 journées où tu t'entraînes dur et puis le reste, c'est du volume. Ou est-ce que tu fais beaucoup de longues sorties toute l'année? Alors je fais quasiment tous les jours du bi-quotidien, tu vois, du lundi au dimanche, des fois le dimanche après, bon, c'est tranquille, mais donc c'est plutôt des sorties d'une vingtaine de kilomètres à peu près. Je fais souvent des longs échauffements et des longs retours au calme, donc au cœur de séance, en réalité, il est pas si long que ça. Je fais des séances d'1 heure et demie, et comme tu l'as dit, il y a 2 journées dures où je fais en fait les séances le mardi, le jeudi, et puis le week-end, généralement la sortie longue, qui est plus ou moins longue en fonction de l'objectif. C'est là où j'y mets du travail d'allure, j'y mets du travail plus long. Donc généralement, tu vois, une saison, elle est composée, si on prend une année calendaire, début d'année, c'est plutôt les crosses. Donc ce que tu vas retrouver sur les séances difficiles, ça va être plutôt des allures spé 10 km, spé cross à la vitesse effort 30 minutes. Donc avec des 400, du travail de vitesse pour prendre une belle foulée. Et quand je suis plutôt dans une prépa 100 km, alors pour le coup, Millau, ça m'a occupé quasiment tout l'été. Là, je suis sur mes séances difficiles, je suis plutôt à l'allure marathon, mais sur des blocs plus longs. Et puis par contre, les sorties longues, ce qui est un peu spécifique sur 100 km, c'est que je fais des sorties longues à tout à allure sans borne. Donc ce qui fait que je fais des blocs de 50 bornes à l'allure de la course. Et chose que je faisais pas forcément avant. Voilà, donc ça c'est en gros, pour autant, il y a quasiment un volume qui est constant, c'est juste que sur 100 km, comme la sortie longue fait 50-55, le volume à la fin de la semaine, il y a peut-être 30 bornes de plus que pendant l'aspect cross, où là je fais des footings de 25-30 grand max. Ouais, ouais, bah, c'est assez logique, quoi. Ça a pas mal de sens pour quelqu'un qui a une vision d'entraîneur. C'est assez scolaire, Mais l'entraînement, faut faire simple, hein. Faut pas toujours chercher à faire compliqué, hein. on est d'accord. Diego, on arrive à percevoir ce que ça peut être l'entraînement spécifique pour un 100 km. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir s'il y a vraiment un entraînement spécifique sur 24 heures à part faire des kilomètres justement. Raconte-nous un peu toi comment tu t'es préparé, notamment au championnat du monde à Albi, et puis tu vas bien sûr nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, parce que je l'ai dit, t'as quand même terminé 12e mondial et premier français, donc j'imagine que c'est une grande satisfaction pour toi. Ouais, absolument. Bah, je sais pas non plus comment on s'entraîne spécifiquement pour un 24 heures, honnêtement. Pourtant, j'en ai fait 3 et ça s'est plutôt bien passé à chaque fois. Mais les personnes juste devant moi et juste derrière moi s'entraînent de manière complètement différente, avec des gros blocs très durs, quelques semaines avant la course, que je fais jamais. Moi, honnêtement, en termes de charge mentale, d'organisation, m'envoyer une sortie de 50 bornes le week-end, c'est juste hors de mes capacités. Je garde la charge mentale pour le jour de la course. Mais voilà, je pense que ça varie énormément. Mais s'il y a un point commun, c'est quand même énormément de volume sur de très longues années. Donc le profil classique du coureur de 24 heures, en tout cas français, ce que je connais un peu mieux, jusqu'à il y a quelques années, c'était un ancien ultra-trailer, typiquement Eric Clavry, qui a le record de France avec 272 bornes, qui a 15 ans, 20 ans d'énormément de volume.
c'est des gens qui vont être très bons sur des trails plutôt plats. L'ultramarin par exemple, 175 bornes et 1000 de D+. Donc voilà, le profil classique 24 heures jusqu'ici, c'était plutôt ça, plutôt des quarantenaires, voire 45 ans. Et là, il y a clairement une nouvelle génération, et on l'a vu au championnat du monde, avec des plus jeunes qui explosent beaucoup plus, mais qui commencent à s'intéresser à la discipline, et c'est plutôt bien. Et tu penses que on va avoir une évolution avec un record du monde qui pourrait retomber ou c'est quand même parce qu'on rappelle, hein, pour ceux qui connaissent pas, mais c'est un record un peu mythique de Yanis Kouros qui avait annoncé quand il avait fini qu'il tiendrait des dizaines d'années, puis qui a été battu par Alexander Sorokin, si je dis pas de bêtises. Tu penses qu'il y a encore de la marge, on peut aller le chercher, ou c'est vraiment déjà un record qui est quand même qui te paraît très très solide? Moi, ça me semble indécent. C'est le record de Sorokin, c'est du 4,30 au kilo. Donc, c'est comme la plupart des records du monde, ça semble indécent. Ce que j'ai vu, en tout cas au championnat du monde, c'est que personne. Donc, Sorokin était là, mais il était blessé. Très très belle attitude d'ailleurs, parce qu'il est venu en se sachant blessé. Il a fait l'assistance de ses camarades d'équipe lituaniens. Donc, vraiment vraiment un bon gars. Mais clairement, sur la ligne de départ des championnats du monde, personne n'avait les 300 bornes dans les jambes. Il y a une dizaine de personnes, voire plus, qui sont partis sur ces bases-là. Et il n'y en a aucun qui a ne serait-ce vu la nuit, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment tous pété. Et quand tu pètes en 24 heures, vraiment, tu vas te coucher, quoi. C'est l'avantage, c'est que 24 heures, t'attends que le temps passe. Bah, t'es finisher de toute façon, Ouais. si tu veux. Au niveau des parcours, je crois qu'Albi, il y a une partie sur route, une partie en tartan aussi sur la piste. Est-ce que c'est relativement homogène sur chaque 24 heures, ou t'as quand même quelques disparités qui pourraient peut-être jouer aussi sur le kilométrage final? Alors déjà, t'as toujours une disparité sur ton kilométrage à la montre et le kilométrage mesuré, parce que tu fais énormément de slalom, en fait. Parce que tu as 200, 300 personnes sur 1 km, 1 km 5. La boucle, les normes internationales, c'est autour d'1 km 5. Et la plupart des gens font entre 100, 150 bornes, quoi. Donc pas au championnat du monde, mais sur les 24 heures hors championnat du monde, tu passes ta vie à slalomer. Donc moi, j'ai systématiquement 8, 9 bornes en plus que ce que tu as en résultat final. Mais bon, c'est le cas pour tout le monde, et plus tu es devant, plus tu as un différentiel. Les parcours, ils sont relativement similaires, et ils essayent de faire des choses qui soient propices à la performance. Mais en fait, le moindre grain de sable peut te détruire un parcours. Donc moi, mon premier 24 heures, c'était au championnat de France à Saint-Mexan l'automne dernier, et où il y a une descente qui fait, je pense, 2 mètres de D-, mais qui est sur du bitume. Et au bout de 12 heures, t'en pleures, quoi. Dès que tu l'as fait, tu commences à l'appréhender pour le tour d'après. Donc Albi, c'est un très bon parcours, avec un peu trop de virages, et donc tout le monde se retrouve avec une jambe gauche plus éclatée que la jambe droite, parce que tu tournes toujours dans le même sens. Et par contre, ouais, le tartan, quand tu arrives sur le tartan, c'est un régal. C'est vraiment, au bout de 12 heures, tu sens un différentiel de fou quand tu arrives sur du tartan, surtout la piste d'Albi qui a été refaite récemment. Et en revanche, dès que tu passes sur du bitume, tu le sens aussi, quoi. Et du coup, si t'avais le choix, tu préférerais faire à 24 heures, tourner autour d'une seule piste de 400 mètres, ou t'aimes bien quand même changer un peu? Non, je pense que 400 mètres, c'est atroce. Je sais que ça se fait beaucoup aux US, où ils changent à mi-course, et ils changent de sens. Mais honnêtement, moi, quand on me demande comment tu fais passer le temps sur 24 heures, etc., en fait, très vite, tu vois plus les tours, et t'es pas sur une lassitude d'être dans ton kilomètre 5. Mais je pense qu'honnêtement, 400 mètres, c'est quand même trop court, tu vois. Sur 1 km 5, tu rentres dans une sorte de phase un peu presque méditative, mais sur 400 mètres, c'est trop, tu vois les mêmes personnes tout de suite. Et puis 1 km 5, c'est pas mal pour que ton staff puisse te donner des flasques, de la nutrition à chaque tour ou tous les 2 tours. C'est plutôt bien. On n'aura pas le temps, je pense, il y a plein de questions qui me viennent, notamment sur la partie ravitaillement, etc. On n'aura pas le temps de tout évoquer. Je pense que si des gens sont intéressés et sont curieux de savoir comment ça se passe, peut-être qu'ils pourront te contacter directement sur Instagram, et ça sera aussi plus simple pour eux d'avoir des infos. Avec plaisir. Parfait.
Toi, Benjamin, le record du monde du 100 km, c'est un grand cheval de bataille de ton, j'allais dire pote, je sais pas si vous êtes pote, mais de ton collègue sur 100 km, Guillaume Ruel. Est-ce que toi, avec ta progression, je l'ai dit, t'as claqué 6h19 à Millau, donc ça laisse quand même présager un chrono un peu inférieur sur un parcours vraiment plat. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu commences à penser? Alors déjà, Guillaume Ruel, ouais, tu peux dire un pote. Hein. Je pense qu'on n'est pas trop chamaillé, donc ça va. C'est mon pote de chambre en plus en sélection, donc Parfait. non, il y a pas de, il y a pas de d'adversité malsaine en tout cas. Mais puis c'est bien parce que du coup, être à deux, un peu à batailler, ça motive beaucoup. Après, effectivement, lui, il a toujours eu comme ambition le record du monde et pour le coup, même au-delà avec les moins de 6 heures sur parcours officiel. Moi, en réalité, j'ai jamais couru après les chronos. Tu vois, j'aime bien les championnats. J'ai plutôt joué sur des championnats de France. Alors c'est vrai que là, le chrono à Millau, vu le parcours qui est quand même bien accidenté avec ses plus de 1000 de dénive, 1100 ou 1200 en fonction des calculateurs, si on le retransfère sur du plat, ça pourrait valoir, je sais pas trop, 6-10 ou dans ces eaux-là. Le record du monde actuel, je crois que c'est 6-5 quelque chose, qui est aussi détenu par Alexander Sorokin. Le record de Guillaume, c'est 6h13, je crois, donc ça pourrait Ouais, c'est faire ça. un record au-dessus de Guillaume. Bah, sur le principe, si j'arrive à faire la même performance sur plat, ouais, ça pourrait être possible théoriquement. Après, moi, je m'étais entraîné tellement spécifiquement pour Millau que voilà, s'entraîner sur place, ça nécessite un entraînement quand même un petit peu différent, même si globalement la base est la même. Mais c'est vrai après Millau, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas aller chercher un record. Après, la question, c'est, tu vois, sur 100 km, on n'a pas beaucoup de cartouches qu'on peut griller sur l'année. Hein. On peut en faire un parce que physiquement et puis aussi beaucoup mentalement, je pense que Diego est d'accord sur lui, c'est 24 heures, c'est encore plus taxant physiquement et mentalement. Et déjà après un 100 bornes, j'ai pas envie d'en retaper un tout de suite parce que ça te demande beaucoup d'implication mentale, accepter la douleur pendant quelques heures. Mais je me dis voilà, est-ce que j'ai envie d'aller chercher un chrono sur une course, sachant que les courses à chrono, bah voilà, suffit qu'il y ait une mauvaise météo, puis en fait on peut plier bagages et puis rentrer chez soi. Ou est-ce que je suis plutôt à aller batailler sur un championnat du monde où là, il y a un enjeu de podium ou de titre de champion du monde, hein, en fonction des scénarios. Voilà, le chrono, ça s'est gagné cette année en Inde en 6h13, je crois. 6h12, 6h13. Alors, c'était dans des conditions très difficiles, humides, chaud, donc c'est vrai que dans les conditions optimales, le chrono serait sans doute descendu. Mais du coup, ça relativise vachement les chronos des concurrents qui jouent devant sur les championnats du monde, sur un top 5, top 3 ou même la gagne. Donc, ça serait plutôt vers une belle place à un championnat du monde que véritablement le chrono record du monde, parce que, encore une fois, on maîtrise peu de paramètres hein, quand on part sur une course à chrono, donc tout soit bien aligné. C'était le cas à Millau, hein. Les conditions météo étaient vraiment parfaites, pas trop chaud, pas trop froid, pas de vent. Donc c'était top pour le chrono que j'étais venu plus ou moins chercher. Et bon, voilà, ça sera pas le but des prochaines courses, je pense. Sans faire offense à vos disciplines respectives, on peut dire qu'elles sont quand même clairement moins populaires et moins médiatisées que le trail, par exemple. Comment vous vivez cela personnellement, malgré vos très grosses perfs, d'être finalement... alors j'imagine que vous êtes quand même valorisé, notamment toi Benjamin, où le 100 km, on commence à en parler un petit peu plus, notamment grâce à Guillaume qui l'a quand même pas mal démocratisé. Comment vous vivez cela un petit peu? Bah, franchement, moi on dit souvent vivons heureux, vivons cachés. Hein, donc, écoute, moi j'ai fait le chemin un peu inverse de la popularité, enfin des codes de popularité. C'est que j'ai fait une paire d'années au trail où on s'est côtoyé quelques fois. Et après, je suis allé sur route parce qu'en fait, naturellement, c'est ce dont j'avais envie au moment-là. À 2021-2022, j'ai un peu fait la bascule. Donc en fait, moi, je suis allé, je me suis pas posé la question de populaire, pas populaire. J'y suis allé. Ça m'a éclaté pendant une paire d'années. J'ai vécu un titre de champion de France, même plusieurs du coup, et après même sur marathon. Des sélections en équipe de France, je pense que ça fait rêver plus d'un. Nous, ça a été des super moments, même si c'est sur une discipline effectivement qui est quand même très niche. Hein. Je suis très lucide sur le niveau du 100 km en France. On est peu à batailler devant, donc forcément l'adversité est moins importante que sur du trail. Mais pour autant, ça fait vivre des super moments et moi, je m'éclate à l'entraînement, je m'éclate sur les compétitions, donc je me pose pas la question du côté populaire ou si je le fais tout à l'envie. Donc si demain j'ai envie d'aller sur d'autres disciplines, j'allais dire des disciplines. Alors je vais pas citer de discipline parce qu'il n'y a pas de sous-discipline bien sûr, mais c'est pas vraiment ce qui drive. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas d'ego mal placé sur quand on me dit que le 100 km c'est une discipline où il y a personne. Bon, moi je m'amuse, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, et, bah, c'est ce que j'aime faire. Donc en réalité, voilà, il n'y a pas de souci.
Diego, On toi, voit les qu'est-ce chronos aujourd'hui quand même, même si la densité est pas forte, je pense que tous ceux qui font de la course à pied se rendent bien compte de ce que c'est que de courir autour de 6h20 sur 100 km, quoi. Autant, c'est vrai que moi, quand j'étais en carrière trail, il y a une époque où ça courait vers 7h. Ça, je me disais, bon, il y a quand même beaucoup de trailers qui, s'ils se préparaient un petit peu, seraient capables d'aller claquer ces chronos-là. Là, aujourd'hui, des gens capables d'aller courir dans les sphères où toi tu cours ou Guillaume Ruel court, il y en a sûrement quelques-uns dans le trail, mais il y en a pas non plus des dizaines parce que faut avoir les qualités de base, faut avoir la durabilité. Enfin, c'est quand même courir autour de 16 km/h. Hein, donc, pour ceux qui font de la course à pied pendant 100 bornes, faut quand même se rendre compte de ce que c'est quoi. Enfin moi j'ai fait un marathon à titre d'exemple, je fais un marathon ce printemps, bon je me rends compte qu'il faut faire plus du double de ça, c'est quand même vraiment impressionnant en termes de ouais biomécaniquement et puis d'ailleurs ben je pense que tu as choisi une belle ta prochaine course et je trouve une belle transition entre un peu le 100 km et puis le trail avec la Saint-Élion qui est je pense un bon mélange des deux disciplines quoi. on y reviendra juste après sur la Saint-Élion. Et je rappelle juste, t'as quand même un chrono en 2h16 au marathon, t'as couru moins de 30 au 10, donc voilà, pour donner un peu plus de relief à ton niveau, pour ceux qui connaîtraient pas trop le 100 km. Diego, toi, le choix de se diriger vers le 24 heures, t'as aussi fait du marathon, t'as aussi fait du 100 km. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du 24 heures? Ouais, moi je rejoins complètement Benjamin là-dessus. Honnêtement, je pense que si tu prends les 100 meilleurs Français sur l'UTMB par exemple, et que tu les mets 3-4 mois à faire de l'entraînement sur plat, il y en a 80 qui éclatent leur record de France sur 24 heures, et il n'y a aucun doute. Je pense que c'est une discipline qui est très largement sous-investie. Moi, ça a attiré mon intérêt parce que j'ai vu les perfs des gars sur les derniers championnats du monde et les championnats de France. Et ça tournait autour de 240 bornes pour la gagne. Et je me suis dit, bah ouais, 240 bornes, c'est du 10 à l'heure, quoi. Je me suis dit que ça pouvait marcher. Donc, moi, l'objectif initial du 24 heures, il était très lié à un objectif de sélection en équipe de France. Et je pense qu'on doit être aujourd'hui en France une quinzaine, une vingtaine à s'entraîner relativement spécifiquement et à avoir des références qui peuvent nous amener en équipe de France. Et donc ça me semble un bon vivier. La densité augmente, c'est-à-dire que le 272 bornes du record de France qui amène Eric Clavry en 2019 à faire quatrième au championnat du monde. Moi, c'est le mec juste devant moi, donc top 10 euh, au championnat du monde de cette année qui le fait. Donc il y a une augmentation de la densité qui est moins frappante que sur le 100 bornes, en tout cas au niveau français depuis les championnats du monde de Berlin, je pense en 2022. Mais ça augmente quand même. On n'a pas précisé, je pense que c'est une info qui est assez intéressante. Vous bossez dans quoi? Et est-ce que, peut-être Benjamin, depuis que t'es en équipe de France, est-ce que tu as réussi à te libérer un peu de temps pour l'entraînement? Ou est-ce que, je sais que tu avais un métier à temps plein, est-ce que c'est toujours le cas? Diego, toi, tu as un métier qui t'amène à bouger beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites comme job et comment aussi ça peut influer parfois vos prépas? Ouais, bah moi, mon job, c'est diplomate, donc je bosse dans les ambassades de France à l'étranger. Donc, j'ai passé 3 ans en Tunisie, c'était mon premier poste à l'étranger, et maintenant je suis en Éthiopie, à Addis Abeba. Donc, globalement, mon job me permet de faire 3 ans de heat training et maintenant 3 ans de stage en attitude. Donc, c'est plutôt une bonne chose, mais aucun aménagement d'horaire ou quoi que ce soit. Enfin, moi, j'étais de retour au bureau en Éthiopie le surlendemain des championnats du monde de 24 heures. Donc voilà, il faut composer avec ça. T'as demandé spécifiquement par exemple l'Éthiopie pour l'altitude ou pas du tout? Non, pas du tout, mais j'avoue que quand je suis revenu en France pour la première fois et c'était les championnats du monde de 24 heures, le footing de déblocage, il était lunaire, quoi. C'est-à-dire que j'étais vraiment bouche fermée, enfin, c'était très très surprenant. Benjamin? Ouais, alors moi, du coup, je travaille toujours à temps plein, hein. Je travaille dans une collectivité territoriale, dans les Vosges, du coup. J'ai un statut équivalent ingénieur là-bas. Et en fait, j'ai commencé véritablement à courir pendant mes études. J'ai fait un diplôme d'architecte. Donc 5 ans d'études. Et puis, en fait, pendant mes études, je m'y suis mis à courir, hein. Je faisais beaucoup de sport avant. Et puis, en fait, la question
de dégager ou de devenir plus ou moins professionnel en course à pied, ou alors ne serait-ce que d'avoir un dégagement partiel, ça m'a jamais traversé l'esprit au début, parce qu'en fait, ça a toujours été un loisir, ça a toujours été un à côté, en fait. J'avais ma carrière professionnelle et puis ensuite la partie sport, même si en réalité, je vais pas vous mentir, ça m'occupe pas mal de mon temps. En fait, c'est toute une organisation, mais en fait, c'est quelque chose qui est devenu un vrai équilibre, hein, entre le travail, la vie familiale et puis le sport, que je j'ai jamais eu le besoin d'avoir je sais pas, un mi-temps ou un temps réduit, parce que mon organisation a fait qu'aujourd'hui j'ai réussi un petit peu à tout combiner en optimisant un petit peu tout, hein, les pauses déjeuner, le temps de midi, les pauses, les trajets pour aller au boulot, enfin tout est vraiment vraiment bien embriqué les uns aux autres. Donc aujourd'hui j'en ai pas la nécessité. Alors j'ai pas d'enfant, hein, donc pour le moment Java, je maîtrise mon planning et ça marche bien. Mais voilà, si demain ça a amené à changer, je sais pas comment j'adapterai. Mais comme j'aime à dire, je suis un grand amateur, donc de toute façon, la question du sportif professionnel, pour moi, je me suis jamais vraiment posé la question. Je crois qu'il y a une petite anecdote, je suis pas sûr de moi, mais il me semble que tu avais fait un post une fois où tu avais dit que tu avais refusé d'être équipé au niveau des chaussures, je crois, pour pouvoir rester libre de choisir la paire que tu veux. Est-ce que depuis que tu as fait des sélections et depuis que tu es un des meilleurs Français, voire du monde sur 100 km, tu as reçu des offres? Est-ce que tu sens qu'il y a quand même un intérêt de la part des marques par rapport à toi et à ta discipline? Bah, oui, alors j'ai déjà eu quelques sollicitations. Je vais pas en dire beaucoup. J'en ai pas eu énormément en réalité, mais j'en ai eu quelques-unes. J'ai déjà fait une petite aventure en 2021 chez le team New Balance, pour les citer, il y a ouais, en 2021. Dernière année où je dédié au trail. Et puis après, j'ai souhaité un peu arrêter parce que ça me plaisait moins, mais pour plein de raisons, surtout les raisons Covid, au moment-là où on avait moins de rassemblements, donc il y avait moins le côté équipe. Et puis après, j'ai eu d'autres sollicitations, mais moi, je suis quand même très attaché à ma liberté. Alors, il y a la liberté d'image, il y a la liberté aussi de choix de matériel. Et j'avais pas envie qu'on m'achète entre guillemets en me donnant une dotation de matériel qui m'empêche de pouvoir choisir le matériel que je souhaitais, même si généralement voilà, les marques font du super matos. Mais voilà, j'avais pas envie en fait d'accepter on me donne des choses, parce qu'en fait moi j'ai tendance à être très redevable quand on me donne des choses. C'est la vie, enfin, ça marche dans la vie professionnelle, ça marche dans la vie familiale. Quand on m'offre quelque chose, généralement je l'offre fois 10 en retour. Donc en fait, c'est sûr que c'est très délicat, une marque qui me sponsorise ou qui m'offre du matos. Il y a peut-être un syndrome de l'imposteur, mais je me demande, voilà, qu'est-ce que je peux donner en retour. Du coup, ça me met dans un certain inconfort. Puis encore une fois, comme je travaille à côté, j'ai la totale, enfin, j'ai une liberté financière qui fait que je peux choisir tout le matos que je veux, même si bon, en général, c'est pas tant le matos qui va coûter cher maintenant, c'est plus les déplacements sur les compétitions à droite à gauche. Alors, j'ai ma famille aussi, hein, qui m'accompagne pas mal, donc j'aime bien ce projet un petit peu familial qu'on est en train de faire. Et puis parce que à chaque fois, à chaque course, c'est l'occasion de partager un moment avec mes parents, ma compagne, mes frères et sœurs. Donc j'aime bien ce côté team. Donc maintenant, c'est presque une fierté de me dire que je suis un petit peu indépendant. Et puis je suis un peu artisan je sais pas, de ma construction sportive. J'aime bien le côté un petit peu autonome, découvrir par moi-même, faire mon chemin tout seul. Voilà, c'est quelque chose c'était ma philosophie avant, ça allait toujours, mais voilà, je suis pas fermé non plus généralement j'échange avec les personnes qui me contactent à ce sujet-là, mais la plupart du temps, je préfère être un petit peu tout seul. On l'a dit, tu vas participer du coup ta 5e Saint-Élion. Tu l'as dit, tu restes sur 2 DNF. Qu'est-ce que tu penses avoir mis en place qui va te permettre de potentiellement jouer devant? J'imagine que tu y vas quand même avec des ambitions. Enfin, tu vas nous le dire d'ailleurs, mais sur le papier, nous, en tout cas, on a hâte de voir ce que ça peut donner. Qu'est-ce qui a pêché peut-être sur tes 2 dernières fois où tu y allais et où tu as malheureusement DNF? Et qu'est-ce que tu penses avoir mis en place de plus pour pouvoir y performer? Les 2 DNF, c'était 2021-2022, sachant que j'avais terminé 2018-2019. 2021, globalement, j'étais cuit mentalement, hein, sans doute physiquement aussi, mais c'était surtout la tête qui a lâché avant tout le reste. Je sortais d'une saison, pendant le Covid, on a été privé de beaucoup de courses, donc quand les courses ont repris, en fait, il y a eu beaucoup d'envie.
peut-être pro, hein, j'avais enchaîné pas mal, j'avais gagné l'Eco-Trail en 2021, puis après j'avais enchaîné sur des formats plus montagnards pour préparer la CCC qui s'était pas très bien passé. Et j'avais voulu beaucoup enchaîner. Donc en fait, entre l'Eco-Trail qui avait eu lieu cette année-là en été et puis la fin d'année, il y a eu beaucoup d'enchaînements de trail de 80 bornes. Donc en fait, mentalement, j'étais cramé. Donc je suis parti sur la Saint-Élion au bout de 10 bornes. J'ai quand même joué les 10 premiers bornes devant et puis après j'ai tout de suite mis le clignotant et je suis monté dans la voiture. Donc ça c'était 2021, mais c'est rien de très surprenant. 2022, année vraiment dédiée aux 100 km pour le coup. Qu'après après l'année 2021-2022, je retourne sur route. Enfin, je vais vraiment sur route. Je fais champion de France du 100 km du coup en début d'année, ce qui me donne la sélection en équipe de France, qui était un petit peu la surprise. Et du coup, j'ai tout dédié ma saison à la route. Et la Saint-Élion, c'était un peu presque la nostalgie qui me faisait y retourner, sachant que j'avais fait peu de prépa vraiment spécifiques. Et généralement, bon, la Saint-Élion, on dit que c'est roulant. Tout le monde dit que c'est roulant. Les trailers le disent. Les routards, je pense qu'ils le disent moins. Alors moi, je suis un profil un petit peu entre les deux. Donc, je suis très conscient que la Saint-Élion, c'est relativement très roulant. Mais là, c'était une année boueuse. C'est tous les ans d'ailleurs des années boueuses. Mais du coup, en termes d'appui, ça reste très différent de la route. Donc en fait, les purs routards qui viennent sur trail, généralement, ils se cassent les dents. C'est soit sur la technicité du terrain, soit sur les efforts excentriques de descente, soit sur... moi, c'était beaucoup un peu de proprioception, en fait, les appuis fuyants, la boucle qui glisse, en fait, où on est peu habitué. Moi, j'étais carrément déshabitué à ça quand j'avais fait un an de route. Donc c'est ce que j'ai beaucoup travaillé. C'est vrai que là, Millau, l'avantage de la grosse préparation que j'ai fait pour le 100 km de Millau en septembre, ça m'a remis vraiment les pieds au dénivelé, beaucoup, hein, qui était plutôt une faiblesse sur le dénivelé négatif surtout. Alors la route, ça fait bosser que le physio, que le physique, hein, donc ça m'a fait être bon en descente sur route. Mais ajouter des cailloux à ça, c'est forcément un petit peu différent. Donc en fait, l'enjeu, ça a été de conserver la vitesse et la durabilité sur du long et en y réintégrant du travail de déséquilibre, travailler sur les sentiers, hein, tout simplement, chose qui est très innée quand on a l'habitude de courir sur les sentiers, de tout côté équilibre. Par contre, mettez un routard sur une route forestière, il va se faire la cheville alors qu'on pense que c'est impossible. Donc j'en étais pas à ce niveau-là, mais voilà, il a fallu remuscler la cheville, en tout cas réhabituer le corps à trouver son équilibre sur les chemins un peu fuyants. Et les ambitions, peut-être, juste avant que pas de laisser la parole à Nico? Bah, les ambitions, c'est de faire le temps le plus rapide que je puisse faire sur ce genre de parcours. Donc après, on verra comment ça se passe. C'est toujours difficile. Moi, je maîtrise la perf que je pourrais faire, je maîtrise la préparation que j'ai fait, donc je suis plus en forme que jamais, ça c'est une certitude. Après, je suis pas le seul à être en forme sur le départ de la Saint-Élion, donc ce qui est bien, c'est qu'une course comme ça réserve toujours plein de surprises, bonnes comme mauvaises, hein. Donc il y a la nuit, il y a le froid, il y a la condition météo qui peuvent varier. Et là où je suis content, c'est que je suis arrivé à un niveau où on peut me poser la question de qu'est-ce que je viens chercher sur trail, sous-entendu des fois, est-ce que j'ai envie de jouer la gagne? Alors tout le monde rêve de gagner à Saint-Élion, donc mais après il faut le faire, donc j'essaierai de partir intelligemment, on va dire, chose qui est pas toujours facile sur ce genre de course. Ouais, moi j'abonde dans ton sens, hein. Oui, c'est une course roulante. C'est sûr que faut savoir courir un minimum à plat. Après, je suis loin d'être un très grand coureur sur le plat et j'ai réussi à arriver. J'ai toujours du mal à dire j'ai gagné parce qu'on est arrivé à deux, mais en tout cas, j'ai franchi la ligne avec un autre coureur en tête il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans, il y avait pas de niveau, Nico, il y a 10 ans. Ça courait pas, il y a Ah, 10 vous ans. regarderez les segments Strava, on n'était pas si long que ça quand même. Non, ce qui est vraiment en fait fondamental dans cette course, c'est que oui, c'est sûr que plus on sera rapide de base, plus on a des prédispositions à aller vite sur ce parcours-là. Par contre, j'ai refait la reco récemment de tout le parcours avec Sylvain Cachard. La dernière partie, c'est quand même, enfin donc là on avait fait, moi j'avais fait une centaine de bornes sur les 3 jours. Quand tu repars le troisième jour, bon, j'ai moins l'habitude de m'entraîner, mais du coup, j'étais fatigué, et je me sentais un peu dans des sensations de fin de course, entre guillemets, et tu te dis, ouais, mais quand même, mécaniquement, c'est vraiment dur, parce que oui, il n'y a pas de technicité, mais il y a des petits talus, il y a plein de faux plats descendants où il faut aller vite, et ça, quand tu as de l'expérience, tu sais que, ouais, tu vas avoir mal aux jambes, il faut courir vite, et c'est vrai que oui, il faut courir vite, mais il faut surtout être durable. Et je pense que ouais, avec une bonne prépa 100 km à Millau où il y a du dénivelé, donc quand même j'imagine une préparation où Benjamin a travaillé l'excentrique, il fera partie. De toute façon, je pense qu'il y a 3-4 noms parmi les favoris, il en fait partie. Après, comme il a dit,
faut survivre à cette course et au-delà du parcours, c'est quand même une course qui peut être extrêmement clémente. Moi, quand j'ai fait en 2015, c'était une année vraiment clémente. C'était pas du tout dur comme type de conditions liées à l'environnement, à part la nuit à 2h30 du mat, tu te demandes ce que tu fais là des fois. Mais par contre, tu peux aussi tomber sur des années où limite le parcours, ça devient secondaire parce que il fait 3 degrés, il flotte, il y a de la boue, il y a de la neige, il y a du verglas. C'est vraiment ça qui est dur hein, sur cette course. Il en a parlé Benjamin, mais en fait, il y a plein d'alternances de motricité différentes. C'est-à-dire qu'il y a des vraies parties de route, de chemin, mais il y a aussi quand même des parties avec des feuilles, des cailloux. Alors c'est sûr que pour quelqu'un qui vient de la montagne, à aucun moment tu te dis on a fait le fameux bois d'Arfeuil. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est connu. Franchement, j'ai dû rechercher sur la carte où c'était avec Sylvain parce qu'on n'avait même pas vu, mais elle est où cette descente qui est censée être difficile. Mais c'est vrai qu'en prenant du recul, tu te dis, ouais, après du passage de coureurs, et ça sera le cas pour les coureurs de la Saint-Élion parce qu'ils ont la Saint-Express devant eux, et de la boue, ah, c'est sûr que ça dure pas très longtemps, mais comme je dis souvent, et c'est aussi la problématique aujourd'hui, moi je me rappelle à l'époque, j'avais couru une chaussure de trail, pour ceux qui se rappellent, une Adizero XT, donc une chaussure plutôt basse et tout. Aujourd'hui, beaucoup de gens mettent des mousses, des chaussures carbone. Alors c'est sûr que sur plein de portions de la course, c'est un avantage. Par contre, une entorse, ça peut finir la course. Et c'est vrai que c'est quand même un parcours où il y a deux, trois endroits où si la chaussure est pas très stable, on a moyen de se faire des chevilles. Donc c'est une vraie course quand même complète. Et je pense qu'on peut pas improviser en venant de la route pour être très performant. Il faut se préparer un minima spécifiquement, quoi. Justement, Benjamin, c'était une question que j'avais. Nico a parlé des chaussures. Moi, je t'ai vu courir en Genesis, là, notamment sur le trail de 50 km que tu as fait. J'étais assez étonné. Je me suis dit, bah, forcément, Benjamin, il vient de la route, il va courir avec des chaussures avec les nouvelles mousses. Du coup, je suis curieux de savoir si tu vas vraiment courir avec des Genesis. Et personnellement, moi, pour l'avoir fait avec des Genesis il y a 3 ans et me dire, non, mais de toute façon, sur la dernière partie de course, je vais pas réussir à avancer, ça aura trop tapé, musculairement, je serai cuit par rapport à d'autres qui ont pris des chaussures moins stable mais un peu plus performante sur le plat et en fait malgré tout j'ai réussi à relancer très fort malgré des Genesis donc toi du coup quel sera ton choix de chaussures et pourquoi? Bah, c'est vrai que moi ce que je vais rechercher sur les chaussures de trail, surtout après le passage route, ça va être surtout de la stabilité. Donc en réalité partir avec des chaussures avec des nouvelles mousses. Alors moi je suis pro, enfin je suis très Salomon donc le choix est vite fait. J'avais deux modèles en tête, hein, soit la Pulsar qui est plutôt typée rapide, soit la Genesis. Le choix est pas encore fait, tout dépendra aussi de la météo qu'il y aura la semaine si vraiment le terrain est gras. Mais la question pouvait se poser sur la partie nouvelle mousse. C'est vrai qu'il y a peut-être 30-40% de route. Je sors un peu le chiffre de mon chapeau, je sais plus exactement, mais sur ces parties-là, c'est une certitude qu'on a envie d'avoir des plaques carbone et nouvelles mousses. Pour autant, les parties un peu sous-bois, bois d'Arfeuil, toutes les parties un peu comme ça, en fait, c'est très piège. C'est un tapis de feuilles, en dessous, c'est que des cailloux qui roulent. Donc, joueurs seront ceux qui partiront avec des super mousses, à moins qu'ils aient les pieds bien accrochés. Donc, ça a ses avantages. Moi, c'était vraiment par rapport à la stabilité que j'ai choisi ce modèle-là pour m'assurer de pouvoir courir bah, plutôt sereinement que de me dire que voilà, c'est très très instable. Et comme l'a dit Nico, bah, voilà, on peut vite se faire une cheville, hein, c'est un truc con. C'est la nuit, dans le froid, on est censé dormir à cette heure-là, a priori, en tout cas pour moi. Donc faut réussir à être pendant un peu moins de 6 heures éveillé et puis bien 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 concentré. Donc je préférais partir sur un modèle plus stable que dynamique, sachant que voilà, j'avais peu. Normalement, le dynamisme et puis la durabilité, normalement, je vais l'assurer. Il faut juste pas se tordre la cheville pour pouvoir faire les 20 derniers kilomètres. Justement, ça serait quoi un petit peu vos meilleurs conseils peut-être, je sais pas si Diego tu voulais en parler un petit peu. On l'a dit, il y a plein de facteurs à prendre en compte, le froid, la nuit, partir en long, partir en court. On en a vu un paquet des années où vous avez ressenti moins douce sur les plateaux, partir en court et le regretter. Toi Diego, je sais que tu l'as déjà fait aussi, il me semble. Ça serait quoi un petit peu vos meilleurs conseils à donner à nos auditeurs, auditrices qui seront au départ dans 10 jours maintenant? Ouais, petit complément pour moi, juste sur le choix des chaussures. Je sais que typiquement un Thomas Cardin, je pense, part avec des chaussures de route un peu prototype où il rajoute des crampons comme l'avait fait un Duncan Perilla sur l'UTMB. Ça peut être une bonne solution. Moi, j'ai fait complètement l'inverse. J'ai fait à Saint-Élion l'an dernier.
complètement l'inverse de ce que Benjamin recommandait, c'est-à-dire je venais d'une saison de route. J'ai vu que c'était sec. L'an dernier, c'était sec et puis c'était une météo clémente. Donc j'avais mes chaussures de trail et mes Alpha dans le hangar avant de partir, et je suis parti en Nike Alpha Fly, ce qui m'a permis de remonter énormément de monde sur les 30 dernières bornes, mais en aucun cas compenser le temps que j'ai perdu sur les quelques descentes qui sont courtes mais vraiment glissantes et vraiment casse-gueule en Alpha Fly. De toute façon, il faut pas beaucoup de technicité pour que ce soit casse-gueule en Alpha. Donc ouais, il y a un vrai enjeu. Je sais pas si c'est autorisé de changer de chaussures, par exemple, comme certains le font sur l'éco-trail, où tu fais les 60 premières bornes en chaussures de trail, et dès que tu arrives sur les quais pour aller vers la Tour Eiffel, tu passes en chaussures de route. Souvent, c'est à Soucieux-en-Jarret, je crois, kilomètre 50 et quelques. Ouais. Généralement, ça a déjà arrivé que des athlètes changent. Tout le monde change pas, bien sûr, mais j'ai déjà vu des athlètes changer à Soucieux, parce qu'on l'a dit, on va dire, ouais, les 20-25 derniers kilomètres, c'est quand même majoritairement de la route, c'est très roulant. Donc, Benjamin, toi, ce serait quoi tes meilleurs conseils? Ouais, j'aurais tendance à dire pas suivre Théo Détienne sur le premier kilomètre, mais je crois qu'il prend pas le départ cette année. Non, ça, Donc, vous êtes tranquille. Mais il y aura ouais, Sylvain Cachard, donc oui, alors Nico, il pourra nous dire si c'est un nerveux au départ, mais j'ai couru avec lui au cross, il part bien, hein. Donc, Ah non, non, Sylvain, ça sera pas lui qui enflammera la course. Je pense pas. ouais, il sera patient. Bon, on verra, mais il y en a toujours. De toute façon, comme il y a les relais, en mm. fait, c'est ça aussi qui est difficile, c'est que on a un petit peu tout, tout qui part en même temps, les relais en deux, les relais à quatre. Donc en fait, il y a de fait un départ très rapide. Plus l'énergie, plus on a envie de partir vite pour se réchauffer. C'est la nuit, on n'a pas les mêmes repères. Donc c'est sûr que le conseil classique, c'est de dire de tempérer au départ, même si dans la réalité, c'est très dur parce qu'en fait, il y a 6000 personnes qui partent en même temps. Il fait Mais pour avoir fait du coup le 100 km, hein, c'est vraiment ce qu'on découvre si on fait un peu le fou au début, c'est que l'énergie qu'on met en trop au début, on va la payer x3, x4 sur la deuxième partie. Et quand on connaît la deuxième partie d'un Saint-Élion, où vraiment, vraiment on peut envoyer si on est en canne, ce serait quand même vraiment, vraiment dommage de se cramer dès le début. Sinon, ça risque d'être une longue randonnée sur les 30 derniers kilomètres alors que c'est tout plat. Donc, marcher 30 bornes sur le plat, c'est long. Donc, si on veut s'épargner ça, ouais, départ prudent. De toute façon, sur un format 80 km, il faut se dire sur les 5 premiers kilomètres, est-ce que je suis capable de tenir ça pendant 80 bornes? Sans se mentir à soi-même, hein, évidemment, parce qu'on a tous envie de tenir 3,20 par kilomètre sur 80 bornes. On est peu, enfin, il y en a peu dans le monde qui peuvent le faire. Je sais pas s'il y en a qui peuvent le faire. Donc, voilà, faut être lucide sur son allure. Et puis, le top, c'est de programmer un peu ses temps de passage, mais c'est toujours difficile parce qu'en fonction des années, voilà, un temps de passage sur temps sec, c'est pas du tout le même que sur un temps de passage humide. Mais voilà, beaucoup s'écouter et puis pas faire le faux départ. Moi, je suis d'accord. En fait, moi, je me rappelle vraiment d'avoir cette image de cette course qui me faisait très très peur quand je l'ai faite en 2015. Cette image que j'avais fait deux, trois ou quatre participations en relais avant, donc je connaissais quasiment assez bien la course. Et notamment, je crois, la dernière année avant de faire la course en solo, j'avais fait Soucieux l'arrivée, donc je savais que c'était extrêmement roulant. Et j'avais vraiment cette peur d'être, parce que j'avais fait des courses roulantes un petit peu à l'époque en faisant le TTN, et notamment une côte d'Opale où j'avais explosé et fini sur des courses où il n'y a pas de dénive, où quand tu avances plus, que tu es collé à 10 km/h sur le plat, c'est un enfer. Et d'avoir vraiment eu cette image mentale de la peur au 50e de plus avancer. Donc du coup, de m'être dit au début, ouais, vas-y, pars tranquille et tout. Et c'est vrai que le moment où je me visualise, j'ai encore cette image en tête de juste après Soucieux, j'avais à l'époque, j'avais une 310 XT, un Forerunner 310 XT pour les anciens qui connaissent ça, et j'avais chaque kilomètre qui bipait, je la vois biper, je crois 3,33, et là je me dis ouais, bah c'est bon et tout, je cours encore fort, et vraiment ouais, faut de toute façon ça c'est vrai sur toutes les courses, mais les quelques minutes que tu perds au début, si tu t'économises physiologiquement et musculairement, tu les gagnes x 10 à la fin. Après, c'est toujours pareil. Je pense que en trail, enfin là, on parle de ceux qui jouent devant, mais il y a une première partie où il faut faire sa course, une deuxième partie où tu te batailles un peu contre les autres, et puis après, ben, tu mets ce que tu as dans le final. Et de toute façon, la fin est tellement dure et roulante que de toute façon, pour tout le monde, c'est un petit peu est-ce qu'on est encore capable d'allonger et de résister mécaniquement qui fait qu'on fait une bonne course ou pas, quoi. Là-bas, il y a quand même pas trop de moyens de se retaper une fois que ça commence à partir en dérive, c'est dur de se retaper, quoi. En tout cas,
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents avec nous. Benjamin, on te souhaite une très belle course. On va suivre ça dans un bon sommeil, mais on aura hâte de se réveiller le matin. Enfin, sauf pour Nico qui sera sur le parcours, mais nous, on sera sûrement en train de dormir, mais on aura hâte de se lever pour voir qu'est-ce qu'a donné cette course. Et puis Diego, ben, un bon rétablissement. Ça va, on espère que ça va rentrer dans l'ordre et que bon, ça a l'air d'aller mieux déjà, donc c'est cool. Et que tu pourras reprendre assez vite la course à pied en tout cas. J'espère que je pourrai donner les temps à Benjamin, son retard sur Sylvain Cachard. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, au premier ravitaillement, peut-être. Au dernier, on verra. Bien répondu. Merci à tous les deux. Ouais, merci à vous. Salut l'équipe. Merci beaucoup. les Salut, gars. ciao, ciao. Merci, les gars. Ciao. Salut. Allez, on va en donner la parole à Théo qu'on n'a pas beaucoup entendu pour l'instant. Il va nous parler aujourd'hui de prépa hivernale et de musculation. Théo, on te laisse la parole. Yes, et bah pour faire un petit peu la transition avec ce que Benjamin et Diego ont dit, notamment Benjamin, il avait réussi à augmenter tous ses chronos, et puis on n'a pas évoqué ce terme, mais il y a aussi le développement de l'économie de course qui est quand même vachement intéressant. Ça fait partie des paramètres principaux de la performance, et ça peut se développer évidemment avec les années de pratique, avec le volume qui augmente, et puis aussi avec la musculation. Du coup, c'est le sujet un petit peu de ce soir. Et du coup, bah moi, je voulais parler de l'intérêt de la préparation physique ou la musculation enfin comment dire, transmettre le fait que c'est vraiment important pour la performance. Ça a vraiment été prouvé, et il semblerait aussi que ça a des intérêts sur les blessures. Ça, c'est un petit peu plus modéré, on va dire. Et il faut être aussi conscient que chaque type de coureur a ses points faibles en fonction des épreuves. Typiquement, un ultra trailer n'aura pas forcément les mêmes pathologies qu'un coureur débutant ou qu'un sprinter, et c'est là que la musculation elle peut rentrer en jeu, surtout le renforcement excentrique. Et ce qu'il faut cibler essentiellement, ça va être la hanche, le genou et puis le complexe cheville-pied. Le fait de faire du renforcement, ça peut améliorer la force maximale, ça augmente le taux de développement de force et aussi le recrutement moteur. Concrètement, ça veut dire que vous allez utiliser moins de force en gros à chaque foulée, et ça vous rend un petit peu plus efficace, et donc à supporter un petit peu plus la fatigue. Et de faire du renfort aussi, ça permet d'augmenter la rigidité tendineuse, pardon, surtout au niveau du tendon d'Achille, et donc tout ça fait que ça améliore l'économie de course, et ça vous permet donc de mieux restituer l'énergie, et ça a été objectivé dans la science que même sur des efforts très intenses, on peut retrouver des améliorations de la performance. Et du coup, en trail, on a des études aussi qui nous ont montré que la force maximale, c'est un facteur clé, que ça soit en montée ou en descente, et elle a une vraie influence sur la vitesse à VO2 max, à même titre que votre rapport poids-puissance et la raideur musculo-tendineuse. Les études, elles montrent que travailler en force lourde, c'est-à-dire à plus de 80% de la 1RM, ça améliore l'économie de course à haute vitesse, tandis que la pliométrie, elle va être plus impactante au niveau des faibles vitesses. Et du coup, bah, ce qui semblerait le plus intéressant, c'est de combiner les deux, donc de la force max et de la pliométrie. La science, elle a aussi montré qu'une muscu par semaine, ça semble pas suffisant. En tout cas, c'est pas ce qui est optimal. C'est plutôt conseillé d'avoir 2 séances par semaine. Et puis, il y a même certaines études qui parlent de une séance de renfort toutes les 3 séances d'endurance. Et en tout cas, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est d'être très progressif. On peut pas commencer en étant débutant et faire la force max direct. Il faut vraiment avoir un programme qui va prendre le temps, bah, déjà de maîtriser la technique et puis de s'exposer graduellement au poids. Et souvent, c'est conseillé de faire au moins 10 à 14 semaines. Et puis on peut aussi inclure des exercices type isométrie overcoming, donc c'est de l'isométrie contre une charge qu'on ne peut pas déplacer. Mais là déjà ça commence à être un petit peu plus technique. Voilà, et donc tout ça, ça rejoint un petit peu aussi l'approche multifactorielle qui est recommandée par Linton et ses collaborateurs dans un article publié en 2025. Il disait que globalement, ce qui était efficace, c'était un mélange de 6 paramètres. C'était le gait retraining, les programmes structurés, le choix du chaussage, le renforcement, l'éducation et la récupération, et que la musculation, c'était vraiment un élément central, et que par contre, elle était vraiment très efficace seulement si on mettait autour de ça les autres paramètres. Et donc, faut pas faire que de la muscu et se dire que ça va suffire pour avoir un impact uniquement sur la performance ou sur les blessures. Je sais pas si vous les gars, vous en faites tous depuis plusieurs années. Je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus avant que je continue. Moi, juste mon témoignage d'athlète, de passé d'athlète, moi, j'ai quasiment pas fait de muscu de ma carrière. Alors de muscu avec des charges lourdes, par contre, j'ai toujours fait de la plio. Alors même, ouais, j'en utilise un petit peu le terme pliométrie de manière abusive parce que je pense que pendant longtemps, ce que j'ai fait, c'était même pas réellement de la plio, c'était plutôt
une forme de renforcement avec beaucoup de sauts, mais presque trop de sauts pour vraiment qu'on puisse parler de pliométrie. Je pense que c'est important. Alors, je reste encore, je fais encore partie des gens qui pensent que dans le domaine du trail, la science ça a pas encore forcément tout compris, tout mesuré, et que ce qu'on peut voir sur d'autres disciplines, ça se transfère pas forcément automatiquement. Par contre, de plus en plus, les athlètes qui ont le moyen de le faire, je les incite à en faire parce que après, tu as parlé de ce qu'il faut faire. Et je pense que Matt, il va peut-être rebondir là-dessus. Mais moi, la difficulté que je vois en tant qu'entraîneur, souvent, c'est quand même que quand tu t'entraînes, notamment en période spécifique, oui, c'est bien de dire qu'il faut faire de muscu. Par contre, où tu les mets, comment tu arrives à les caler, ça, c'est quand même pour moi, le plus gros enjeu aujourd'hui qu'il y a dans la programmation entre ce qu'il faut faire au niveau spécifique et notamment quand on parle de trail long, beaucoup de sorties avec du dénive, donc déjà beaucoup de travail, on va dire, au niveau musculaire, beaucoup de fatigue et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'arriver à inclure la muscu là-dedans selon les athlètes notamment et je pense que Mathieu il peut témoigner un peu de ça parce qu'il fait plutôt 2 séances en hiver mais que c'est souvent un peu plus dur d'en caler plus durant la pleine saison du trail quoi. Ouais, ben exactement, hein, ça reste quand même assez chronophage, hein, c'est des séances qui durent, tout le monde théorie met 1 heure, mais si tu respectes toutes les temps de repos, tous les trucs, ça a vite tendance à faire un petit peu plus. Le temps d'y aller et de revenir, bon, mais ça va quand on est athlète professionnel, on peut se permettre de prendre ce temps, mais c'est quand même un temps qu'il faut investir. Et moi, je suis OK de l'investir l'hiver parce que je sais que ça va permettre de bien développer. C'est comme ça qu'on a fonctionné depuis maintenant 3 ans. Et plutôt, en phase spécifique, la priorité, c'est quand même comme le nom de la phase, comme le nom le montre, c'est de faire des spécifiques et du coup, l'été, on a encore moins envie que l'hiver d'aller s'enfermer dans une salle et du coup, je pense que ça se complète bien pour maintenir les qualités qu'on a développées l'hiver, de manière les adaptations. Du coup, on est plus sur du maintien l'été, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et après, sur le gain, toujours sur la performance, c'est un petit peu dur à mesurer direct, mais par contre, maintenant que je suis bien habitué, par contre, ça interfère quand même beaucoup moins avec les entraînements. Toujours les premières séances de cycle, il faut vraiment reprendre progressif, mais après assez vite. Il y a des athlètes, notamment Sylvain, il me disait ou Antoine Charbonnin, qui disait que ça leur coûtait énormément nerveusement, musculairement, d'enchaîner après les séances et que c'était compliqué de les intégrer. Moi, maintenant que j'ai fait c'est mon 3e hiver où je vais faire ça très sérieusement, je me suis réadapté plus vite et j'ai l'impression que forcément ça me laisse des petites traces, etc. Mais ça interfère moins, donc faut être patient, faut prendre le temps et je pense que petit à petit, ça permet de construire. Et là, je sens que je me sens beaucoup plus fort sous les barres, etc. Donc c'est toujours dur à savoir à quel point ça s'est transféré sur cette saison qui a été bien réussie, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même, il y a quand même eu de l'amélioration sur la force et de l'amélioration aussi sur les douleurs musculaires dans les courses. Ouais, moi juste pour ma petite expérience, ça fait 1 an du coup que j'ai commencé avec toi d'ailleurs Théo, et à une séance par semaine. Effectivement, l'hiver c'est quand même plus facile à caler et ça interfère moins avec les séances spécifiques. Mais moi j'avoue que mentalement c'est ce qui est le plus dur, le fait d'être fracassé et du coup de subir beaucoup plus, ne serait-ce que les footings juste après. Mais je pense que c'est aussi, moi je le vois comme quelque chose de qu'il faut maintenir régulièrement et qu'avec la constance, ça finira par payer et que musculairement et au niveau de la force, je serai plus fort. Donc, je pense que c'est un peu comme tout. À court terme, on peut le voir comme vraiment une contrainte, mais je pense qu'à long terme, ça peut être hyper bénéfique. Et moi, personnellement, pour l'instant, j'en ai pas vu les effets concrets sur le terrain. En tout cas, comme disait Mathieu, ça reste difficile à mesurer. Mais je pense que alors avec quoi, comme j'ai dit, avec de la constance et de la régularité, les effets positifs arriveront tôt ou tard. Ouais, pour rebondir sur ce que vous avez dit, moi je suis d'accord avec ce que vous avez dit tous les trois, mais c'est vrai que l'objectif c'est vraiment de prendre le temps de bien développer ça cet hiver parce que globalement le volume en course à pied il diminue et puis après clairement pendant le printemps ou pendant l'été, là l'objectif c'est plutôt d'entretenir ce qui a été développé l'hiver et pour ça il suffit de faire peut-être une belle séance tous les 15 jours par exemple, ça peut être vraiment intéressant
Et ce qu'il faut vraiment retenir aussi, c'est qu'il faut faire le renforcement que vous êtes capable de tenir sur du long terme. Il faut vraiment s'adapter à vos envies et aussi à votre capacité d'entraînement. Ça sert à rien de faire 2 muscu par semaine d'1 heure pendant 3 mois et après de complètement laisser tomber la muscu. Là, vous allez complètement perdre les bénéfices du développement que vous aurez fait l'hiver. Donc, ce qui compte vraiment, c'est d'être capable de tenir ça dans le temps. Et puis, il y a clairement une progression de saison en saison. Si on reprend l'exemple de maths, la première année, on n'avait pas fait la même chose que la troisième et que la quatrième hiver qu'on attaque ensemble, on va forcément essayer d'aller pousser les curseurs un petit peu plus loin. Et du coup, un petit peu d'autopromo. Pour vous accompagner cet hiver, on a créé 3 programmes autonomes de muscu. Le premier, c'est pour les débutants à la salle avec un kettle, donc plutôt en autonomie. Le deuxième est pensé pour ceux qui vont pour la première fois dans une salle de muscu. Donc là, c'est surtout avec des machines et donc plutôt des mouvements guidés. Et ensuite, le troisième, c'est un programme beaucoup plus avancé pour ceux qui veulent optimiser les différents paramètres de la musculation. Et là, c'est essentiellement avec des poids libres, donc une barre de muscu globalement. Et chaque programme, il dure une quinzaine de semaines. Il inclut des séances de rappel aussi pour que vous puissiez les placer tout au long de la saison et entretenir les gains acquis pendant l'hiver. Et puis, bonne nouvelle, pendant quelques jours, voire une petite semaine, on laisse une petite promo de 20 € sur le programme sur Nolio. Et puis, vous pouvez directement les intégrer sur votre planning ou à celui de votre coach si vous êtes intéressé. Et dans tous les cas, et ça, évidemment, il n'y a pas besoin de le payer. Si vous avez des questions sur la muscu, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Insta, j'y répondrai avec grand plaisir. Quand tu dis on a créé, c'est bien sûr CAP Prévention, KAP Prévention. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse de se faire former par le meilleur kiné de France. On mettra les liens dans la description, et notamment aussi les profils de Benjamin et de Diego si vous voulez aller suivre leurs aventures. Donc tout sera dans la description. Tout à fait. Est-ce qu'on passerait pas au jeu, les amis? Oh Ouais. Eh oui, après le succès retentissant dans le précédent Est-ce que épisode du Benjamin jeu. veut jouer? Je connais pas le jeu, mais ma foi, pourquoi pas. Alors on va parler culture. On va voir si ta culture trail est encore bonne, Benjamin. Comme je l'ai dit après le succès retentissant dans le précédent épisode, j'ai décidé surtout de remettre en place le jeu du qui suis-je. D'ailleurs, petite question que je voulais poser aux auditeurs et aux auditrices. Est-ce que ça vous dirait que pour l'épisode de fin de saison en mode épisode de Noël, qu'on s'organise un grand quiz sur le trail avec toute l'équipe et même qu'on vous fasse participer? Perso, ça me ferait vraiment kiffer de le faire. Alors, n'hésitez pas à nous dire si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, notamment, comme d'habitude, sur le canal YouTube X à retrouver sur la page Instagram de Mathieu. Moi, je suis d'accord. Je veux voir s'il y a des plus gros geeks que nous ou pas. Petit rappel des règles. Je rappelle juste aussi que c'est Nico qui l'a emporté la dernière fois dans un duel final d'anthologie avec Théo. Donc, je vais vous réciter plusieurs informations sur une personnalité du milieu du trail. Exemple, j'ai repris le même exemple que la dernière fois. Je suis un athlète anglais, j'ai gagné l'UTMB en 2025. Là, si vous avez une idée, vous me donnez la réponse. Non, vous me donnez votre prénom à haute voix. Je vous donne la parole, vous me donnez la réponse. Là, forcément, c'était facile, vous me dites Tom Evans. Donc là, vous gagnez 1 point. Petite subtilité, vous n'avez le droit qu'à une seule réponse par manche. Donc, si vous m'aviez dit Jim Wamsley, vous auriez perdu votre droit de participer à cette manche et après, vous ne pouvez plus participer sur cette manche-là. Dernière chose, comme la dernière fois, toutes les personnes dont je vais parler aujourd'hui ont un point commun. Si vous me trouvez ce point commun entre toutes ces personnes-là, vous avez un point bonus. Il y aura 5 manches, donc 5 personnes à trouver. Est-ce que tout le monde a compris? C'est bon? Allez, parfait. Première manche, première personne à deviner. Alors, je suis l'un des athlètes français qui compte le plus de sélections en équipe de France de trail et de course en montagne. Benjamin. Manu Messa. C'est loupé. Tu peux pas attendre la deuxième affirmation, Mathieu? Non, c'est bon. Vas-y. Julien Rancon? Mathieu, bien joué, bonne réponse. Yes. Il y avait un petit piège, il y en avait 2 de toute façon. Bon, j'ai été cool sur la première. Après, j'avais marqué ma dernière sélection en équipe de France remonte à 2023. J'ai pris ma retraite sportive à haut niveau il y a 1 an et j'occupe désormais un poste à responsabilité au sein de ma fédération. C'était Julien Rancon. Mathieu, 1 point. Deuxième personne. Je suis né le 21 mars 1975 à Fontainebleau. J'ai été médaillé d'argent. Mathieu. Non, mais si tu l'as là, c'est complètement fou. Non, mais du coup, je l'ai pas, c'est bon, je me suis trompé. Pense à toi. Il a 50 ans cette année, mais en fait, il est pas de mars. Ok, je te laisse un joker, t'as de la chance. Il n'y a pas de joker, je me suis trompé. J'ai été médaillé d'argent lors d'un championnat d'Europe en 1999. Le sport dans lequel j'excellais à haut niveau
n'est pas le sport dans lequel je travaille aujourd'hui. Quand je vais vous donner la dernière, normalement, vous allez trouver. J'ai créé l'un des circuits de trail les plus compétitifs Nico. du monde. Nico. Greg Volley. Greg Volley. Bien joué. Donc il est né à Fontainebleau, il a été médaillé d'argent au championnat d'Europe en 99 sur son ancien sport qui était le VTT Cross Country. Et donc aujourd'hui il travaille dans le trail bien sûr et puis il a créé les Golden Trail World Series. Nico 1 point, Mathieu 1 point. Troisième personne. J'ai réalisé ma première course de trail en juillet 2024 lors du Tour des Fises. Nico. Ouf. Anaïs Chevalier-Boucher. Oh il est bon. Magnifique. Magnifique Nico, ça c'est fort. Ça c'est costaud. T'as trouvé grâce à quoi? Tour des Fises? Ouais, puis je me suis dit, ça doit être quelqu'un de connu qui venait pas du milieu. J'ai tenté Magnifique. ça. Vas-y, vas-y. j'ai une proposition pour les points communs. Attends, je finis juste ce que j'avais mis. Du coup, on me connaît aujourd'hui sous un double nom de famille, donc c'est Anaïs Chevalier-Boucher. Et j'ai remporté une grande classique du calendrier français fin septembre à Chamonix. C'était le Trail des Aiguilles Rouges. Bravo à Nico qui a trouvé Anaïs Chevalier-Boucher. Mathieu, ton point commun, ce serait quoi? Ce serait d'avoir couru sous le couleur de l'équipe de France. Bien joué. Allez. Donc Mathieu, grâce au point du point commun, Mathieu égalise à 2 partout avec Nico. Il reste 2 manches. Donc tout est possible. C'est que si Benjamin ou Théo vous répondez aux 2 manches, ça fera 2-2-2. J'ai pas préparé de questions bonus, donc ça m'arrangerait pas. Personne numéro 4. Je suis né à San Francisco. Mais je suis français. J'habite aujourd'hui sur le continent africain. Mathieu. C'est Diego. Bien joué. C'est Diego. fort. Il est né à Ah, San la Francisco. C'est fou. Ouais, parce que je pense que son papa aussi était diplomate. Ouais. Et j'avais dit, je me suis révélé à haut niveau dans une discipline méconnue. Je me suis dit que vous allez trouver assez facilement. Mathieu prend la tête. 3-2. Nico, attention, mais je pense que cela peut être pour toi. Sans donner d'indice. Ça va être de la rapidité, je pense. J'ai terminé 28e lors du dernier Grand Trail des Templiers. Mathieu. Mathieu, Julien Salon. bien joué. Fort. Joli. Victoire. Je pensais qu'elle allait être pour toi, Nico, celle-là, mais bravo, Mathieu. Ouais, mais j'ai tilté après qu'il fallait utiliser le point commun. Eh oui. Donc, victoire de Mathieu, j'avais mis juste après. En seulement 3 ans de pratique, j'ai déjà participé à la Diagonale des Fous et à la CCC. C'était Julien Absalon. Victoire de Mathieu Delpeuch sur ce deuxième jeu du Qui suis-je. Bon, ils sont forts, hein, Benjamin et Théo. Malheureusement, les bons geeks, les bons geeks du trail, ça y est. Ouais, là, on s'est fait couper l'herbe sous le pied. Là. Faut pas nous parler de diplomatie, mais le trail, on est pas mal. Bon, écoute, merci Benjamin d'avoir joué. Et puis, on te dit à très bientôt. Et ben voilà, c'était pas si mal. Rapide, efficace. On va pouvoir passer au reco de la quinzaine. Et on va commencer tout de suite avec Théo. Ouais, moi je voulais vous parler à nouveau de Sirius North. C'est quelqu'un que j'avais déjà recommandé via ses podcasts Zinzin. D'ailleurs, il y a la deuxième saison qui commence à sortir, donc foncez, écoutez. Au total, il doit y avoir une quinzaine d'épisodes. C'est vraiment les meilleurs podcasts que j'ai pu écouter. Mais là, c'est sur sa chaîne YouTube où il invite 3 spécialistes du sommeil. C'est des propos très nuancés, très intelligents. C'est un échange clair, extrêmement pertinent. Et du coup, voilà, je pense que c'est un vieux conseil de grand-mère, mais le sommeil, souvent, c'est essentiel et c'est négligé, surtout quand on cherche à s'entraîner. Le titre, c'est Sommeil, l'heure du réveil idéal que personne ne nous dit, avec 3 experts. Je vous conseille vraiment, c'est un banger cette vidéo. Nico, ta reco. Ah, pour une fois, j'ai bossé. Non, c'est une reco du Collège de France, c'est des conférences. C'est un peu en dehors du sport, mais pas complètement. C'est avec un invité très prestigieux qui est une sommité un peu mondiale du milieu. Ça parle de médecine évolutionniste avec Daniel Lieberman, qui est un chercheur américain qui est l'un des meilleurs sur le sujet. Donc ça parle beaucoup de comment on a évolué et comment les mécanismes évolutifs influent sur notre santé. Et notamment, personne va découvrir ça, mais l'importance cruciale de l'activité physique pour la prévention des maladies, c'est ultra intéressant. Il y en a 4, il y a 4 conférences, donc je vous invite à écouter ça. Alors, ça demande de vraiment être concentré parce que c'est hyper intéressant, mais je vous recommande d'écouter ça. C'est un ami avec qui je passe pas mal de temps en ce moment à chasser qui m'a recommandé ça. C'était une tuerie. Merci à lui. Mathieu, ta reco.
Ma reco, c'est une vidéo YouTube dans laquelle on voit le vainqueur d'étape sur le Tour de France en 2023, Victor Lafay. Il a 2 doigts d'arrêter sa carrière et en fait, il vient de rejoindre le projet des Unibet Rockets, cette équipe de vélo professionnel fondée à la base par des YouTubeurs qui cassent les codes de la communication dans le cyclisme. Et dans cette vidéo YouTube, il montre les dessous de la signature de Victor chez eux, sans filtre. Il part de ses doutes à la fin de sa carrière, de ses autres projets qu'il avait et qui finalement pourquoi il a choisi d'accepter de retourner dans le cyclisme professionnel via ce projet qui se veut résolument différent des autres. Donc une petite plongée dans le cœur du cyclisme professionnel avec des images qu'on n'a pas l'habitude de voir de ce qui se passe en dehors des courses sur les moments des signatures de contrats, etc. Bon, du coup, on a gardé Benjamin jusqu'à la fin. Est-ce que tu aurais une petite reco à nous faire, Benjamin? Bon, là, je t'avoue, tu me prends un petit peu de cours. Là, je préparerai un petit peu mieux mon intervention la prochaine fois, mais là, je serai pas au niveau, je pense. Peut-être nous parler d'une marque, c'est le moment, allez, je te la donne, parce que nous, on parle beaucoup du Cantal avec Mathieu, mais peut-être nous parler d'une marque vosgienne, par exemple. Ah bah, merci de me passer, de me faire une belle passe décisive. Effectivement, j'aimerais bien parler de la marque Céramique, qui est une marque très locale, créée historiquement à Gérardmer, qui fait une belle marque de textile. Qui est une petite entreprise, tu vois, moi, dans le podcast, j'ai dit que j'aimais bien être seul. Alors en réalité, c'est pas vrai, parce que c'est vrai qu'il m'accompagne sur ma saison et c'est du textile local. En tout cas, tout ce qu'ils peuvent faire dans les Vosges, à Gérardmer, pour ceux qui connaissent, ils le font. Donc voilà, un petit coucou à eux et puis merci pour ces quelques mots. Parfait. Et puis moi je termine du coup avec ma reco, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle La Veillée. C'est une chaîne qui est inspirée d'un concept américain, The Moth, M-O-T-H, avec un principe simple, une scène, un public, des histoires toutes les plus inspirantes les unes que les autres. Et la dernière vidéo sur leur chaîne, c'est celle des 10 ans de La Veillée justement. Et pendant près de 3 heures, des personnes au parcours souvent extraordinaire viennent raconter des aventures assez folles qu'ils ont vécues au cours de leur vie avec beaucoup de bienveillance et toujours la petite morale de l'histoire qui va bien à la fin et qui nous aide à relativiser. Une petite centaine de vidéos sur cette chaîne YouTube et donc d'histoires à retrouver pour vos longues soirées d'hiver autour du feu ou du radiateur pour les moins chanceux. Ce sera parfait. On a fait le tour, les amis? Tout à fait. Allez, parfait. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode et si vous avez des questions, à nous les poser sur le canal YouTube X d'Instagram. Et surtout, à nous noter, nous mettre des 5 étoiles et tout ce qu'il faut. À bientôt. Merci Alex. Ciao. Ciao. Salut, merci à tous.